Un énorme plaisir de vous retrouver ce matin dans cette grande tribune de ce mercredi 19 octobre 2022. Nous sommes ici donc avec deux cadres de Congolais qui vont débattre autour des questions d'actualité, des personnes qui sont habituées à vous produire des réflexions importantes qui vous font comprendre l'actualité de façon approfondie. Nous parlons des trois sujets aujourd'hui pendant 1h20, pratiquement 30 minutes par sujet. Premièrement, Bunagana, 128 jours sous occupation, les FARDC désillusionnés. On va ensemble répondre à cette question. Deuxièmement, 2023, les alliances qui ne rassurent pas. On va tout droit vers les élections. Troisièmement, UDPS à Kisangani, polémique autour du plein d'Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel. Voilà les trois sujets qui vont devoir nous accompagner. Je suis ici avec deux invités. Patrick Eyalé, analyste politique indépendant, qui vient d'un long séjour à l'extérieur du pays. Bon retour et merci d'être avec nous. Je vous remercie et je vous remercie encore pour l'invitation. Et j'en profite pour saluer mon co-débatteur pour qui, malgré la tangente qu'il a pris, reste à mes yeux quelqu'un d'une bonne facture. Tout à fait. Monsieur Manik Sienda, cadre du LGD de Matata Pogno Mapon, l'ancien Premier ministre, Monsieur Manik Sienda, vous êtes un habitué de Grande Tribune. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci beaucoup Dan pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur Patrick Eyalé, à qui je reconnais la dextérité intellectuelle. C'est parmi les crèmes des crèmes au sein de l'Union sacrée de la nation, même si on considère Patrick Eyalé avec les autres comme le mélange de l'eau avec le pétrole. La différence, elle est manifeste. Je salue le peuple congolais qui nous suit. Je pense que le débat d'aujourd'hui serait un débat républicain. Merci beaucoup, Manix Sienda. On va rapidement prendre l'actualité en images avant de lancer le premier sujet. L'impression affichée par les FARDC ainsi que l'instauration de l'état de siège ne sont qu'un coup d'épée dans l'eau. La localité de Bunagana reste toujours sous l'occupation rwandaise, sous couvert du M23, 4 mois déjà. Et donc, le M23 qui a le vent en poupe est en train de se frotter les mains face à la capacité opérationnelle limitée des forces loyalistes. Il faut retenir que par cette nouvelle que la nomination au sein de l'armée, les indignés critiquent l'éternel recommencement. Il y a un mouvement au sein de l'armée qu'on appelle les indignés qui critiquent donc ces nominations, parlant d'un éternel recommencement. Voilà le premier sujet directement qui est lancé. Bunagana, 128 jours sous occupation, les FARDC désillusionnés, c'est la question qui nous est posée. Patrick Eyalé, je vous donne en premier la parole sur cette question de 4 mois. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut conclure que les FARDC sont désillusionnés? Que je sache, depuis un certain moment dans le théâtre des opérations, il n'y a pas, je dirais, combat. Donc on peut parler d'être désillusionné s'il y avait eu une contre-offensive et que cette contre-offensive avait été repoussée. Depuis un certain moment, je peux me tromper, mais je n'ai pas connaissance qu'il y a dans ce théâtre-là des opérations, des combats opposant l'armée au M23. Il s'observe, je dirais, une espèce de stagnation où on a laissé place à des négociations. Maintenant, il faudrait savoir où en sont ces négociations. C'est là la question. Je pourrais comprendre que la question soit tournée vers ce sens. Mais quand vous me dites que les FARDC ont été désillusionnés... Non, c'est une question que nous posons. Ben, la question n'a pas lieu d'être parce que dans les théâtres des opérations, il n'y a pas, à ce jour que je sache, des affrontements opposant l'armée au... Il faut qu'on se pose aussi la question, 4 mois plus tard, dans un État démocratique, un État responsable, comment expliquez-vous, comment on peut expliquer ça rationnellement, 4 mois après, un mouvement rebelle est toujours présent? Comment on peut l'expliquer? Bah, il va sans dire que c'est un point noir. Mais il faut se poser multiples questions pour savoir pourquoi le M23, en fait, pourquoi parlons-nous encore du M23?
pourquoi le Rwanda, qui occupe Bunagana, à ce jour, 128 jours après, vous avez bien fait de le rappeler, reste encore campé dans cette position. Il faut voir les choses dans une perspective plus élevée que ce que l'on voit maintenant. Il y a une volonté qui ne date pas d'aujourd'hui de balkanisation du Congo. Plus précisément de la partie est de notre pays. Si vous faites appel à votre mémoire, dans un passé récent, le pays comme le Soudan a connu cette espèce de balkanisation. Nous avons d'autres pays de l'Europe centrale ou de l'Est, si je ne m'abuse, le Sarajevo a connu aussi cette voie. Exact. Il faudra être prudent à ce que nous ne tombions pas dans le piège de ceux qui ont... Mais à ce jour, on peut se dire que le pays est balkanisé. Est-ce qu'on peut conclure comme ça? Parce que nous n'avons pas le contrôle de Bunagana. Non. Je veux dire que déjà le pays est... Un morceau est parti déjà. On peut dire que le pays est en voie De balkanisation. de balkanisation. N'ayons pas peur de mots. On peut dire que le pays est en voie. Maintenant, quelles sont les mesures? Quelles sont les décisions à prendre pour contourner ce qui est de fait une voie à la balkanisation? Parce que je ne pense pas, et je peux précéder ce que vous allez dire tantôt, quand vous écoutez ou vous lisez plutôt le rapport de Human Rights Watch qui affirme que les FARDC ont combattu à côté des FDLR, appuyant la version rwandaise. Cela veut dire et démontrer à suffisance l'ampleur du complot. L'ampleur du complot. Parce que, souvenez-vous de ce que M. Gutiérrez a récemment dit. M. Gutiérrez a déclaré que les Nations Unies, avec tous les moyens à leur disposition, sont incapables de défaire M23. Sont incapables de faire une contre-offensive contre le M23. Mais il y a des non-dits. Il y a des non-dits dans cette déclaration. Croyez-vous vraiment que si on fait le lien, le parallèle avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, vous avez vu les moyens qui ont été disponibilisés à l'Ukraine pour faire face à l'armée rwandaise. À l'armée russe? Non, à l'armée russe plutôt. Pardon, oui. Nous ne bénéficions pas du même soutien. Du même soutien. Justement. Cela veut traduire la volonté. Alors, ceux qui tirent sur le pouvoir central, ceux qui disent que le complot est là, bien sûr, mais il y a une certaine incapacité, nonchalance du pouvoir en place de régler la question. Que leur répondrez-vous? Qu'il a échoué du point de vue sécuritaire. Et non, il a échoué dans... à restaurer la paix. Restaurer la paix. La paix. Et aussi, justement, mettre fin à cette occupation rwandaise. La fin de toute chose, par rapport à ce qui a été initié, entamé, nous donnera les réponses quant à ce. Je comprends l'impatience, je comprends la soif, plus particulièrement de personnes concernées. Je parle là des habitants de l'Est. Je comprends, je n'aimerais pas ici me mettre dans une posture de dire que non, les choses ont été réglées, les choses vont comme on le voudrait. Ce n'est pas la faute du pouvoir central. Non. Pas question. Non. Non. Ce n'est pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le gouvernement est responsabilisé. Le gouvernement tarde à solutionner ce problème de l'Est. Il faut le dire sans embâche. Il faut le dire, la responsabilité du gouvernement est entamée. Mais je dis aussi, le gouvernement a initié, a entamé des pistes de solution. Wait and see. Attendons voir. D'accord. Merci beaucoup, M. Patrick Eyalé, pour votre brillante intervention. Wait and see. Manik Sienda, quelle est votre lecture de cette question? Bunagana, 128 jours sous occupation. Est-ce qu'on peut dire que les FARDC aujourd'hui sont désillusionnés? Moi, j'aime le fondement de votre question, le tapis que vous aviez posé en posant la question relative
à cette question de l'occupation de Bunagana. Vous avez utilisé le terme le plus précis. Est-ce possible dans un État responsable? Alors, je voudrais rester un tout petit peu sur la notion même de l'État, parce qu'on parle du territoire congolais qui fait partie des éléments constitutifs de l'État, parmi lesquels, au-delà du territoire, il y a la population, il y a le gouvernement, la souveraineté, et on dirait même, surtout pour les événements des États modernes d'aujourd'hui, on parlerait même de la constitution, de la monnaie, etc. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous faites le décryptage de tous les éléments constitutifs de l'État, chaque élément à son niveau pose des énormes problèmes. Déjà au niveau de la constitution de l'État, il y a un problème. Il y a un problème. La monnaie pose problème. Les marchés d'échange nous en disent plus. Les effets inflationnistes sont là. La constitution, elle n'est pas respectée. La population, c'est la population la plus pauvre du monde. Le gouvernement, c'est peut-être le gouvernement le plus passif et irresponsable qu'on n'en a jamais connu dans l'histoire politique de notre pays. On parle de la souveraineté. Parce qu'on est très fort, parce que la souveraineté, dans un aspect de reconnaissance de votre souveraineté nationale auprès des États tiers, aujourd'hui, on ne reconnaît même pas la RDC. Sa souveraineté, son statut d'un État indépendant, d'un État souverain. Vous avez entendu le propos du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au sujet de l'agression que subit la République démocratique du Congo. Vous aviez remarqué le non-dit du numéro 1 de l'Union africaine, le président Macky Sall. Il n'en a pas fait mention. Ça, c'est un problème. Et même lorsque nous venons au niveau du territoire, que je considère comme un attribut majeur qui atteste l'effectivité d'un État, aujourd'hui, on parle de l'occupation. Ce qui est encore grave. Et donc, pour ceux qui savent, lorsque les éléments qui constituent un État posent problème, l'État disparaît. Et donc, aujourd'hui, à cause de l'ingouvernabilité, de la faiblesse et même de l'irresponsabilité de ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, le Congo cesse d'être un État. Le Congo devient un espace dans lequel vivent les êtres humains. La deuxième chose... Le Congo n'est pas un État. Mais pas du tout. La deuxième de choses, est-ce que nous pouvons quand même faire cet exercice, ne serait-ce que de définir le contexte de la guerre dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait même plus définir qu'est-ce que c'est le M23 en réalité. Antonio Guterres considère le M23 comme un groupe militaire. Nous-mêmes, c'est vrai, à une certaine époque, on a considéré les M23 comme un groupe armé. Après quelques temps plus tard, nous l'avons encore considéré comme un groupe terroriste. Encore chose grave, il n'y a pas plus tard que 2 jours passés, le porte-parole du gouvernement nous dit que le M23 n'existe pas. C'est-à-dire, si les M23 n'existaient pas, c'est-à-dire c'est l'armée rwandaise qui est sur le sol. Et sur le sol congolais. Ça, c'est encore très grave. Et donc, aujourd'hui, nous comprenons que le contexte de la guerre, au regard du droit international de la guerre, est tellement réuni et les effets sont consommés parce qu'il s'agit de confrontation de 2 armées conventionnelles. C'est une affaire entre la RDC et le Rwanda. Ça, c'est la première des choses. Mais Manix Yenda, dans tout ça, les efforts fournis par le gouvernement, notamment de doter cette armée d'un matériel important afin d'attaquer Bunagana. Deuxièmement, un général a dit, on ne peut pas attaquer Bunagana facilement comme ça à des cités. C'est une grande cité. Au peur de perdre la population, nous privilégions la voie de la négociation. Pour vous, ça, c'est une... Vous parlez des efforts du gouvernement en termes de dotation de matériel à l'armée. Ça, moi, je n'en connais pas. Vous m'informez sur le plateau. Parce que la première stratégie en termes de thérapie pour éradiquer effectivement ces fléaux de l'insécurité, c'était l'état des sièges, décrété ou ordonnancé par le président de la République, si vous en voulez. Mais lui-même, le président de la République, lorsqu'il fait le bilan de cet état des sièges, qu'est-ce qu'il donne comme conclusion? Oui, l'état des sièges nous a permis à gonfler l'enveloppe financière de la République parce que nous avons augmenté les recettes. Est-ce que l'état des sièges a été décrété pour cette raison-là? Or, tous nous savons que l'état des sièges a été décrété pour restaurer l'autorité de l'État dans la partie Est, mais aussi pour mettre fin à la guerre. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous faisons même le bilan de l'état des sièges, le résultat, c'est le bilan d'un fiasco. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, posons-nous la question. Comment le M23, ou encore si vous voulez, l'armée rwandaise, était arrivée au point d'occuper le sol congolais, la partie Bunagana? Est-ce que c'était après une confrontation avec l'armée congolaise? Je dis non.
Si cette occupation a été faite de manière paisible, sans aucune rétorque de la part de l'armée congolaise, je me demande qui a donné l'ordre à l'armée congolaise de se retirer. Ça, c'est une question. La deuxième question, on a souvent tendance à endosser dans ce contexte plus précis la responsabilité sur l'ONU. L'ONU n'est qu'un partenaire, c'est vrai. L'ONU, c'est une organisation internationale dans laquelle la RDC est partie membre. Mais l'ONU, c'est un partenaire de la RDC. Et lorsque nous entretenons des relations diplomatiques dans ce cadre-là de l'organisation internationale, les principes des bases, c'est le principe des bases, c'est la non-ingérence aux affaires internes, parce que la question de la souveraineté des défenses relève de la compétence de l'État congolais. D'accord, M. Manik Sienda. Pour finir, en 30 secondes, pratiquement avant de donner la parole à M. Patrick Yalé, votre co-débatteur a parlé ici d'un complot international et que ce complot, c'est pratiquement toutes les structures qui sont dedans. Il y a les États, il y a les ONG internationales. Toutes ces structures sont à l'intérieur. Et comment faire face à ça? Est-ce que, quand vous dites que c'est l'incapacité, le fiasco, est-ce que face à ce complot qui est là, on peut tout mettre sous le dos du gouvernement? Mais pourquoi tous ces États vont comploter contre la RDC, que nous considérons aujourd'hui comme un État solution? Un État qui a beaucoup de richesses. Au cœur de grands enjeux mondiaux. C'est à la RDC qui détient pratiquement le monopole des enjeux relatifs à la batterie électrique. C'est la RDC qui détient pratiquement plus de 106 000 mégawatts en termes d'énergie électrique capable d'alimenter tout le continent africain. Et c'est presque pour ça, l'Afrique devrait être derrière la RDC. C'est la RDC qui a dans le cadre de la richesse de ses sols et sous-sols plus de 80 millions de terres arables, 40 millions de terres irrigables, plus de 26 sites greniers avec des semences améliorées capables d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde. C'est pour vous dire que la posture de la RDC ne pouvait pas faire de la RDC un pays contre qui on ferait ces complots. Alors le problème, c'est plutôt au niveau de manque de capacité managériale de nos dirigeants. La faiblesse de la diplomatie, parce que le dirigeant congolais n'arrive pas à mieux présenter les tarifs des valeurs dans le concert des nations pour prévaloir le respect absolu de notre pays comme un État souverain à l'égard des États tiers. Merci beaucoup, M. Manik Sienda, M. Patrick Yalé. La question des changements à la tête de l'armée, il y a le mouvement qu'on appelle les indignés qui critiquent un éternel recommencement. Votre avis sur cette question? Avant de répondre, permets-moi de rebondir sur 2-3 choses qu'a dit mon estimé co-débatteur. À la dernière question, il s'exclame et s'interroge pourquoi il y aurait un complot contre le pays et il endosse la responsabilité aux dirigeants actuels. J'aimerais rappeler à la mémoire de M. Manix que Lumumba, qu'on ne peut pas aussi traiter d'incompétent et de tous les noms d'oiseaux comme à l'accoutumée, a dit ici que le complot était ourdi. Il se plaint de ce complot en 60 déjà. Je ne sais pas déjà, l'indépendance, le pays faisait face à un complot. Lumumba l'a dit. Je ne sais pas si on peut traiter Lumumba aussi d'irresponsable. Je ne sais pas si on doit aussi dire que Lumumba était naïf. Je veux bien qu'on dise de ce gouvernement, de ces dirigeants, qu'ils sont... Il a dit les plus irresponsables depuis que l'État, je pense, indépendant, n'est-ce pas? Oui. Les plus irresponsables. Mais j'espère et je pense qu'il n'a pas une mémoire sclérosée, qu'il se souvient que Lumumba, déjà, à son époque, a pointé du doigt la balkanisation, a pointé du doigt le complot ourdi contre la République. Les mots ne sont pas de moi, les mots sont de Lumumba. Ce complot a traversé, depuis l'indépendance, les régimes successifs ont eu affaire à ce complot. Les régimes successifs ont eu affaire à ce complot, n'ont pas pu se défaire de ce complot ourdi qu'a dénoncé à l'époque Lumumba. Dire ici, avec, je dirais, facilité déconcertante, que ce problème est lié à la tête de Félix, on peut ne pas l'aimer, j'en conçois, j'en conviens, mais dire que ce problème est lié à la tête de Félix, c'est quand même gros, c'est quand même assez gros. Il faut à un moment que nous... Vous voyez, je n'ai pas hésité à reconnaître les responsabilités du gouvernement. Mais il ne faut pas
pour le besoin de la cause, vouloir peindre tout en noir. Même là où il y a des nuances à faire. Même là où il y a du recul à faire. Voyez-vous, il faut raison garder, savoir utiliser la nuance. Même quand il parle de l'inflation, il dit voici, voilà. Mais je n'aimerais pas parler de là où je viens. Il y a eu hier une marche contre l'inflation en France. J'ai regardé, parce que je n'aime pas vivre en autarcie. J'aime voir ce qui se passe ailleurs. Je ne parle que de la France, mais je peux vous rassurer que l'inflation est mondiale. Je ne vous parlerai pas de là où je viens, où les prix ont doublé, triplé, quadruplé. L'Europe connaît une... Non, là je vous parle du Canada. Vous pouvez, parce que c'est là où je viens, j'ai posé la question, on me dit, ah non, il y a 2-3 mois, ceci coûtait $30, maintenant, c'est des faits, vous pouvez, si vous avez des connaissances, renseignez-vous. Mais j'aimerais faire le parallèle simplement avec la France, où pas plus tard qu'hier, il y a des syndicalistes, des travailleurs qui se sont mis à manifester contre la hausse des prix généralisée. Mais là, la crise est mondiale. L'inflation est mondiale, papa. Tout à fait. Mais l'inflation est mondiale. L'armée congolaise, il y a cette polémique qui a fait... J'en viens. J'ai encore entendu dans la bouche de Manix, on peut se diviser sur beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faille par patriotisme éviter qu'on se divise. Quand il dit ne pas savoir si c'est le M23 ou le Rwanda qui sévit ou qui occupe Bunagana, c'est encore là faire le lit. C'est encore là faire le lit. Des balkanisateurs, je ne sais pas si le mot existe. Si ça n'existe pas, ne m'en tenez pas rigueur. D'accord, pas de problème pour ça. On doit se mettre d'accord. Les responsabilités, oui, on peut en discuter. On peut dire que le gouvernement n'est pas à la mesure. On peut dire. Mais de là à atténuer, de là à expurger la responsabilité du Rwanda, à dire non, on ne sait pas si c'est le Rwanda ou le M23. Non, on sait que c'est le Rwanda. Depuis 1997, sous couverture de la guerre dite de libération de l'AFDEL, nous avons plutôt assisté à l'invasion du Rwanda dans le Congo, sous plusieurs casquettes. L'AFDEL, le CNDP, le RCD, et que sais-je encore. Cette situation, nous l'avons depuis 1997, sous couvert d'une guerre de libération. Il n'arrive quand même pas à mettre fin à ça. Pas pendant ces quinquennats, il ne saura pas le faire. Je l'ai dit aussi limpide que possible, que à ce jour, les résultats attendus ne sont pas celles espérées, celles voulues. Alors, le remaniement maintenant au sein de l'armée, si voyez-vous, vous avez en face de vous quelqu'un qui sait faire la part de choses. D'accord. Vous êtes... quelqu'un qui sait faire la part de choses. Sur ce point, objectif à part. Sur ce point, je ne défendrai pas bec et ongle le gouvernement, parce que les résultats que nous espérons en tant que Congolais, des partis de couleur, des partis des accointances, ne sont pas encore au rendez-vous. Mais permettez-moi de vous rappeler, et de rappeler à mon co-débatteur, que la guerre d'invasion date de 1997, sous plusieurs casquettes. AFDEL, CNDP, RCD et actuellement M23. Mais toutes ces casquettes portent le sceau, la marque du Rwanda. Maintenant, pour faire le lien avec ce que je disais, quand je parlais du complot, quel complot assemblé, assemblé, être banalisé, le complot est bel et bien là, et le complot, comme je l'ai... Vous n'avez pas répondu à ma question que j'ai posée. La question est laquelle? La question sur les remaniements au sein de l'armée. Ouais. Il y a un groupe au sein de l'armée, on appelle les indignés, qui critiquent l'éternel recommencement. Si vous pouvez le faire en bref, parce qu'on va donner la main. Je ne sais pas qu'est-ce que les indignés entendent par l'éternel recommencement, mais l'armée, du peu que je sache, est une structure où on ne peut pas, je dirais, nommer qui on veut, là où on veut. Voyez-vous. Il y a une procédure, c'est un peu comme
il ne me contredira pas, il est du domaine. C'est un peu comme dans le corps judiciaire. Il y a des échelons à gravir dans la magistrature, tout comme il y a des graduations à faire. Donc là, il n'y a pas de problème pour ceux qui ont été nommés par leur profil, pour tout ce qu'on connaît, on connaît d'eux. En tout cas, il n'y a pas de problème. Ils peuvent mener bien les opérations militaires et libérer notamment Bounagana. On ne peut que espérer que les officiers qui ont été nommés Merci. pour remplacer ceux qui ont failli peuvent être à l'auteur. Je n'ai pas la prétention d'avoir des boules de cristal pour savoir en avance si les nommés seront à la hauteur ou pas. Merci Malheureusement, je n'ai pas les boules de cristal. Merci beaucoup, M. Patrick Eyalé. M. Manik Siyenda, la question de nomination au sein de l'armée, il y a eu quelques militaires qui ont été promus, notamment les chefs d'état-major. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces nominations apportent quand même un changement, c'est-à-dire que les militaires soient un peu plus forts sur les terrains, qu'ils puissent... Écoutez, mon frère Dan, je reviendrai sur cette question, parce que la question de nomination des non-militaires, ça fait quand même couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive au sein du microcosme politique congolais. Mais permettez-moi quand même de revenir un tout petit peu sur cette question du complot contre la RDC. Premièrement, mon frère Patrick Eyalé, ce n'est pas Manix Iyenda qui a été dubitatif dans la qualification du M23 comme un groupe rebelle, un groupe terroriste qui, aujourd'hui, se métamorphose à une armée rwandaise. Ce n'est pas moi, c'est le gouvernement congolais. Deuxième de choses, admettons que c'était l'ONU, la MONUSCO, qui est contre la RDC. Question. Est-ce que c'est la MONUSCO qui empêche à la République démocratique du Congo de récupérer Bounagana aujourd'hui? Je dis non. Est-ce que c'est la MONUSCO qui élabore les stratégies de sécurité et de défense pour la RDC? Je dis non. C'est en cela que je considère notre pays comme un État souverain, un État indépendant, capable de mettre en exergue de stratégies de sécurité et de défense pour sauvegarder l'intégrité territoriale de son pays. Encore que nous sommes un État membre de l'ONU. Pourquoi, du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République, tout en sachant que c'était une affaire d'agression rwandaise contre la RDC, pourquoi il n'a pas évoqué les principes de la licéité de la légitime défense reconnus à chaque État qui fait l'objet d'une agression venant d'une armée conventionnelle ou encore d'un groupe armé? C'est un principe reconnu dans la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, pourquoi le président de la République n'arrive pas à appliquer la teneur de l'article 84 de la Constitution qui lui donne le pouvoir de décréter la guerre, surtout que nous sommes dans le contexte d'un affrontement entre les États? Pourquoi le président de la République ne le fait pas? Mais pourquoi? Troisième chose, permettez-moi, c'est quand même très important cet élément. Si réellement le Rwanda est considéré comme un État agresseur, pourquoi il n'y a pas de conséquences d'ordre diplomatique, les sanctions politiques? Il n'y a pas plus tard que quelques jours passés d'ailleurs, où nous avions vu le président de la République serrer la main bonnement à l'ambassadeur rwandais accrédité ici au Congo. L'opérationnalité de l'ambassade du Rwanda au Congo veut tout simplement dire la RDC sur le plan diplomatique entretient des relations et les relations restent au beau fixe avec le Rwanda. Vous voulez enseigner quoi à la population congolaise? Si en cela, il y a une certaine mesure, même lorsqu'on parle du complot, on quittera la sphère internationale pour parler du complot de dirigeants congolais contre la population congolaise. J'ai l'impression que lorsqu'on parle même des infiltrés au sein de l'armée, je vous dirais, il y a même des infiltrés au sein du gouvernement, en commençant par l'exécutif congolais de notre pays contre le peuple congolais, parce que c'est le peuple qui en pâtit en réalité. Et nous, c'est que nous attendons de vous. Et d'ailleurs, vous devez savoir, vous êtes tenus devant une obligation de résultat. Malheureusement, on n'a pas besoin de vos verbiages, vos super sifflages, on n'a pas besoin de vos justificatifs. On sait que vous êtes assez fort pour le plainte, pour le doléance, pour le justificatif. Résolvez le problème de Congolais. Malheureusement, vous à l'opposition, vous ne faites pas de propositions claires au gouvernement. Par exemple, la question de l'agression, c'est une question nationale. Pourquoi on a l'impression que l'opposition a tendance à faire porter ce chapeau à un gouvernement qui a trouvé cette situation-là? D'abord, la dichotomie est à quel niveau? Vous voulez que cette opposition qualifiée de l'opposition à péter donne des leçons à un gouvernement qui semble un gouvernement fort,
chapeauté par l'autorité pyramidale de cet exécutif national qu'on appelle le président de la République? Pensez-vous que le président, avec son équipe, recevrait des leçons et des propositions venant d'une opposition et à péter? Ça, c'est des 1. Des 2. Vous croyez que les gens qui sont caractérisés par une médiocrité légendaire peuvent recevoir des propositions venant de l'opposition? Une médiocrité. Non mais écoutez, la première proposition que l'opposition politique congolaise fait en ce moment, c'est le départ de M. Tshisekedi. Nous proposons que M. Tshisekedi puisse rendre le tablier bonnement en démissionnant parce qu'il n'est pas à la hauteur d'assumer sa fonction en tant que président de la République. C'est une proposition venant de l'opposition politique. Deuxièmement, l'État est géré par des principes et nous avons des principes directeurs de l'État. Vous voulez des propositions, allez consulter la Constitution et les lois de la République. Tout est défini. Nous parlons de l'armée. Je vous ai dit au prologue de mon intervention que la question de la sécurité et défense relève de l'apanage d'un État. Vous voulez que qui gère Bunagana aujourd'hui? Aujourd'hui, on se pose même des questions. Quelle est cette monnaie qui circule en ce moment à Bunagana? Quel est ce drapeau qui flotte en ce moment à Bunagana? Quelle est cette autorité investie qui prélève le péage, qui exploite les ressources premières de la RDC dans cette partie-là? Vous n'allez pas auprès du président faire le voir pour dire, monsieur le président, nous l'opposition, nous sommes là, voici nos propositions. Je n'ai pas vu l'opposition faire cela. Non, mais écoutez, pour finir. La constitution de notre pays considère le président de la République comme les symboles de l'unité nationale. C'est-à-dire dans le contexte des vicissitudes sécuritaires, comme c'est le cas aujourd'hui, le président de la République peut ouvrir le brèche de solidarité, de convivialité, de fraternité et de concorde nationale. Comme l'a fait Emmanuel Macron pour des questions d'ordre sécuritaire, il a invité François Hollande, il a invité Nicolas Sarkozy. Pourquoi M. Tshisekedi ne tend pas la main à Joseph Kabila, à Matata Mpogno, à Martin Fayoulou, à Jean-Pierre Bemba et tout le reste? Merci et donc beaucoup, aujourd'hui, c'est au président de porter la responsabilité et nous, on va l'évaluer par rapport à cela. Merci bien. Deuxième sujet, 2023, on va parler élection. 2023, les alliances qui ne rassurent pas. 30 secondes. 30 secondes pour réagir. Allez-y. Vous l'avez posé une question limpide. Proposition, tu sais qu'il doit partir. Ouais. C'est lui le mal. C'est lui le mal. Je rappelle que M. Manix fait partie du parti de M. Matata. LGD. LGDA. LGD, ok. Sous Matata, pas un territoire. Sous Matata, pas le territoire. La ville de Goma a été occupée. Par les mêmes M23. Des mois et des mois. La ville de Goma a été prise sous Matata, Premier ministre. Je ne dirais pas de Matata qu'il est d'une médiocrité légère. Non. Je ne suis pas dans cette école, je dirais... Je me réserve même de nommer cette école de la facilité que nous avons de faire ou d'être des pendants des saltimbanques que nous dénonçons matin, midi, soir, qui veulent s'approprier le débat politique. Si nous, à notre niveau, nous galvaudons vers le bas les débats politiques avec des noms d'oiseaux, je peux bien. Faisons le lien avec Matata, ou pas un territoire, mais toute une ville a été occupée des mois. Je peux bien trouver des qualificatifs qui seraient... Plus que 30 secondes. Je comprends que vous êtes chatouillé là, mais souffrez d'écouter la stricte vérité. Je ne parle pas de Bunagana, je parle de la ville de Goma qui a été occupée pendant des mois alors que Matata était chef du gouvernement. Merci beaucoup. Matata est parti. Parti qui est allé. Vous avez dépassé les 30 secondes que vous avez demandé. Je vais lancer le deuxième sujet rapidement. 2023, les alliances qui ne rassurent pas. L'actualité en images, à 2 mois seulement de l'année électorale, les différents états-majors politiques sont en ébullition. Des stratégies sont en train d'être mises en place pour le réarmement moral des combattants, des tournées des leaders à travers le territoire national et naturellement des alliances qui se font et se défendent. À titre d'illustration, il faut redouter l'alliance Katumbi-Tshisekedi. Le président d'Ensemble pour la République ne joue pas franc jeu au sein de l'Union sacrée de la nation. Certains propos de ses proches et des défections enregistrées suffisent pour conclure que Katumbi n'est pas avec le président de la République. Alors, M. Patrick Yalé, je vous donne 4 minutes, vous avez déjà pris 1 minute.
sous cette question. Déjà aujourd'hui, il y a une motion. Je commence tous les sujets. Il y a une motion. Oui, parce que j'ai commencé avec vous. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais. Il y a une motion de défiance contre Chérubin Okende qui est accusé d'incompétence par les députés nationaux aujourd'hui. On ne sait pas s'il va résister à cette motion. Il est d'ensemble pour la République. On peut se dire que dans ce contexte général, les alliances ne rassurent pas. D'abord au sein de l'Union sacrée. Bon, il va de soi que les ambitions des uns et des autres guident ou dictent le tempo politique actuel. Monsieur Katumbi, il n'a pas fait et il ne fait pas ça en secret, a des ambitions présidentielles. Pour y parvenir, il estime qu'il faille présenter le bilan de l'Union sacrée où il est membre et a des responsabilités à travers ses représentants. Il faille présenter le bilan de ce quinquennat comme un bilan négatif. La question maintenant qu'il faille se poser, faut-il continuer ainsi, continuer avec un partenaire qui, tout en étant dans le gouvernement, n'a de cesse de torpiller les actions menées de ce gouvernement où il a des ministres qui agissent au regard des politiques, je dirais, assumées par eux. À mon humble avis, je n'ai pas toutes les cartes, je ne suis pas en mesure d'avoir les données nécessaires, mais je pense qu'il serait mieux que le président de la République rompt cette alliance avec M. Katumbi. Ou de l'autre côté, M. Katumbi, qui avait menacé au cas où la ligne rouge serait franchie, de prendre ses responsabilités et de quitter l'Union sacrée. La question qu'on va se poser, c'est la question de savoir le bilan que Katumbi refuse d'endosser. Est-ce qu'on peut se dire que Katumbi est aussi content de ce bilan, ou bien le bilan, le président de la République va être lui-même responsable de ce bilan? C'est le jeu politique. Katumbi ne peut pas être d'accord, il ne peut pas encenser le bilan tant qu'il est candidat président. Même mon fils de 5, 6 ans, 7 ans comprendra cette histoire. Mais en réalité... Ce n'est que du jeu politique. Si Katumbi dit que le bilan est bon, cela veut dire qu'il se tire une balle. Cela voudrait dire que M. Tshisekedi a bon droit et bon jeu de continuer. La posture dans laquelle M. Katumbi se trouve est une posture politique et politicienne. Katumbi ne peut pas, même moi à sa place, quiconque à sa place, je ferai la même chose. Il fera la même chose. Il a bon jeu. D'accord. Merci. Toute personne de l'opposition, à moins que cette personne ait donné des congés prolongés à son cerveau, ne peut dire que non, rien n'est fait, c'est l'incompétence, c'est la médiocrité, les ondaires, c'est toutes ces choses-là, c'est beau jeu. C'est beau jeu. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va comprendre que ces alliances, ce n'est pas simplement au sein du pouvoir, mais aussi à l'opposition. On se rend compte que Muzito et Fayulu ne sont pas vraiment en accord. Donc les élections qui arrivent divisent un peu tout le monde. Manik Sienda, sur la question des alliances, quelle est votre lecture du point de vue général? On voit à l'opposition, il y a des problèmes, à l'Union sacrée, il y a des problèmes. Quelle est votre lecture de la situation globale? Bon, je serai beaucoup plus focus sur l'Union sacrée parce qu'il s'agit de ça. Mais permettez-moi de prendre quelques secondes seulement pour répondre à mon frère Patrick qui est allé au sujet du M23. C'est sous la gouvernance de qualité, la gouvernance militaire et de défense de M. Matata qu'on a vaincu en 2013 le groupe M23 qui est réapparu d'ailleurs sous les régimes de Félix Tshisekedi. Une petite question. Permettez-moi Une petite question. Je vous connais pertinent. Ouais. M23 de l'époque, avait-il pris Goma, oui ou non, et pendant combien de temps?
Permettez-moi de saluer les vaillants combattants de la République, paix à son âme. Ma question était simple, directe et courte. S'il vous plaît. Je crois que mes éléments de réponse peuvent vous servir des réponses à votre question. Donc, vous vous préoccupez par le fait que sous Kabila, sous Matata, il y avait encore des atrocités. Je vous ai dit que sous Matata, qu'on a vaincu le M23 qui dérange la République aujourd'hui. Je comprends que vous n'avez pas répondu à ma question et je comprends pourquoi. Mais c'est pas grave. Non, mais il faudrait que je mesure la pertinence et la nécessité de votre question pour vous réserver une réponse appropriée. Les téléspectateurs auront compris. Permettez-moi de vous parler de l'union sacrée de la nation parce qu'il s'agit de vous. Moi, je me demande d'abord, est-ce que nos amis comprennent ce que c'est l'union sacrée de la nation? Est-ce qu'ils essayent, ne serait-ce que de donner un contenu à ces concepts qui revêtent une dimension philosophique et politique? C'est en cela que je veux me permettre de faire un petit exercice, de scruter un peu le concept dénominationnel union sacrée de la nation dans sa tridimensionnalité des valeurs, parce qu'on parle de l'union, on parle de nation et puis on parle de sacré. Union sacrée de la nation. Lorsqu'on parle de la nation, je comprends qu'on fait allusion effectivement aux valeurs de solidarité, convivialité, fraternité et concorde nationale. C'est quand même très important, même si aujourd'hui on sent l'apologie du tribalisme, du népotisme, du favoritisme et du clientélisme dans le chef des animateurs de l'Union sacrée de la nation. Deuxième élément, ce sacré. Ici, il s'agit de la sacralité du peuple congolais comme souverain primaire. 2. La sacralité du président de la République prêtant serment devant Dieu et devant la nation, surtout qu'il a juré de servir loyalement la République. C'est ce qui même justifie la sacralité de la fonction du président de la République. Et enfin, on parle de la nation. La valeur cardinale d'une nation, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, c'est le vouloir vivre collectif. Et donc, à vous de regarder ne serait-ce que cette tridimensionnalité des valeurs qu'elle rêvait l'union sacrée de la nation et voir si vous êtes capable d'aller dans cette logique des philosophies politiques, même si je vous aide en termes de contenu pour vous faire comprendre votre propre union sacrée que vous ne comprenez pas. Deuxième chose, l'union sacrée, comme regroupement politique de fait, est porteur d'une vision du président de la République entamée au prologue même de sa prise du pouvoir lorsqu'il a été élu et il a pris la fonction en tant que président de la République. Il a éclaté sa vision sous 4 compartiments. Premier, il nous a dit qu'il va créer une société solidaire basée sur les valeurs de l'unité et de la solidarité nationale. Il nous a dit qu'il va créer une société avec le modèle du développement économique endogène, c'est ça son volet du développement économique. Et enfin, il nous a même parlé de la bonne gouvernance axée sur le pilier de la lutte contre le gabegie financier, la concussion et toutes les formes du détournement. Et enfin, il a considéré l'homme comme la préoccupation majeure de sa gestion. Regardons-nous en face et posons-nous la question si les axes prioritaires dans le cadre de la vision du président de la République sont respectés par le président. Lui-même, le président, comme la locomotive. D'abord, l'union sacrée, c'est un monstre politique. Si je peux vous compléter, c'est que Moïse Katumbi a tout à fait raison de prendre ses distances et de dire, ben voilà, il n'y a pas que Katumbi, il y a aussi Kabound et tous ces gens qui sont partis. Si je vous ai peint ces tableaux, c'est juste pour vous faire voir que l'union sacrée comme machine, elle est conduite par une locomotive. Parce que la vision, elle n'est pas celle de Moïse Katumbi. Ce n'est pas la vision de Guy Loando, les partenaires de l'union sacrée. C'est la vision de M. Tshisekedi. C'est l'actionnariat politique de M. Tshisekedi qu'on a mis en exergue pour essayer, encore que bien avant cette vision éclatée sous 4 compartiments, il a peint aussi une autre vision en termes de promesses de campagne que son gouvernement au sein de l'Union sacrée de la nation devrait accomplir dans la réalisation de ses actions. C'est comme ça que je vous dis, lorsqu'on se regarde, on se rend compte que l'Union sacrée en réalité c'est un monstre politique, dépourvu d'un statut juridique, parce que je l'ai dit, l'Union sacrée n'est pas un regroupement politique de droit, moins encore à vocation électorale. Le chef de l'État nous a dit, lorsqu'il a conçu cette union sacrée au moyen de cette majorité parlementaire des broderies, il nous a dit que l'union sacrée est une idée. Merci beaucoup. Et cette idée-là, qui doit l'assumer. Et lui-même, je finis par là, c'est très important, lui-même le président de la République, lorsqu'il fait le bilan de l'union sacrée, il fait un tableau totalement noir. Après avoir investi, parce que le premier gouvernement avec des défis sur leur propre dos de l'union sacrée de la nation, c'est le gouvernement de M. Sama Lukonde.
Vous savez ce que le président Tshisekedi a dit sur Sama Lukonde dans le cadre de l'Union sacrée de la nation? Je me rappelle encore, c'était devant le Parlement réuni en congrès. Il dit que le gouvernement de Sama Lukonde a un problème de bonne coordination, a un problème de mauvais pilotage. Encore chose grave, le président de la République dit à M. Sama, vous et moi, nous n'avons pas pu nouer les débouts du mois du Congolais. Vous savez ce que ça veut dire? N'est pas nouer les débouts du mois de Congolais. C'est-à-dire le président de la République lui-même, il fait le bilan noir, un bilan totalement négatif de son monstre politique qu'on appelle Union sacrée de la nation. Merci. Monsieur Patrick, il y a la même question. On peut se dire aujourd'hui que finalement c'est fait, le bilan est sombre, le bilan est noir du président Tshisekedi. Oh, j'en viens, je serai très à l'aise. Mais je vais faire... C'est vrai qu'on ne peut pas le faire avant la fin du mandat, mais on peut déjà essayer. On peut. On est à mi-mandat, non, largement à mi-mandat. Le M23 réclame l'application des accords. Lesquels accords ont été signés sous qui? Sous Kabila. Avec qui comme Premier ministre? Matata Pognon. En 2000. Non, non, là, faut pas faire de la dictature depuis lors. Vous faites de la fixation sur un individu. Non. Nous sommes à une année avant les élections. On nous dit, vous avez demandé c'est quoi la proposition que Tshisekedi parte. Je veux bien. Maintenant, si Tshisekedi part, il y a des gens qui doivent le remplacer. Il se peut que ce soit Matata. Il faut que l'opinion, qui parfois souffre d'Alzheimer, se rappelle que non seulement, non pas Bunagana, que Goma a été occupé des mois et qu'à la fin, on a signé des accords avec M23, lesquels accords nous pont jusqu'à aujourd'hui parce que c'est l'application de ces accords que demande le M23. On nous a dit ici... À l'époque, le président c'était Kabila, c'était pas Matata Pognon. On nous a dit médiocrité légendaire. Matata considère, et il a dit lors de la sortie de son parti, que Kabila, pendant que lui, j'ai eu à faire plusieurs débats, peint Kabila comme une sombritude, je ne sais pas s'il a changé, Matata présente Kabila comme une lumière apparue pour sauver le Congo. Mais il faut rappeler ici que au départ, je l'ai dit, la guerre de libération, dont faisait partie M. Kabila, on ne va pas revenir sur l'histoire, il y a un accord avec le M23 signé Kabila président, Matata Premier ministre, quel accord réclame aujourd'hui l'application, le M23. Ça c'est de 1. De 2, je n'ai pas souvenir que M. Matata et même le Premier ministre qui ont succédé ont laissé un budget à l'armée qui, aujourd'hui, peut faire que les héritiers, ceux qui réclament, ceux qui glosent autour de Matata, peuvent dire non, cet homme avait construit quelque chose pour l'armée et vous avez détruit cela. On peut ici nous dire combien le budget de l'armée, qu'est-ce qui a été doté à l'armée que le régime actuel a trouvé et galvaudé. Mais quand ce régime partira, on fera la comparaison. Qu'est-ce qui a été doté? Qu'est-ce qui a été fait? Au crépuscule, on fera le bilan entre ce qui a été mis comme budget pour l'armée et ce qui a été mis et exécuté, pas mis et exécuté comme budget pour cette armée. Et là. Mais par rapport au bilan du président Tshisekedi. Je vous ai dit que aucun opposant nulle part au monde, ne peut louer le bilan. Vous avez vu ça où? Qu'un opposant, d'ailleurs, qui a la facilité... Même au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas que les opposants, même au sein de l'Union sacrée. Voilà la perfidie. Monsieur Katumbi est un opposant. S'il n'est pas un allié. Monsieur Katumbi, qui a des ambitions présidentielles, est un opposant. Vous ne pouvez pas demander à l'opposant qu'est M. Katumbi de dire que le bilan de M. Tshisekedi est un bon bilan. Soyons sérieux. Même mon fils ne peut pas comprendre cette incohérence que M. Katumbi, qui est de fait opposant. D'ailleurs, c'est à cause de cette posture qu'il se retrouve
qu'il a maille à partie, Mais en réalité, avec une frange des gens qui lui sont proches, parce qu'au sein d'ensemble, il y a une partie qui ne comprend pas cette incohérence, faire partie d'un pouvoir tout en en refutant Pour finir, le 30 bilan. secondes. 30 secondes. Vous avez On va se parlé, dire- la question originelle était celle des alliances. Mon ami Manix a dit un mot sur l'union sacrée. Mais les alliances, il n'y en a pas qu'à l'union sacrée. Nous avons aussi des alliances au sein de l'opposition. Moi, je veux dire un mot sur l'union sacrée, mais permettez-moi aussi de dire un mot sur l'opposition dont Manix a pris soin Terminé. d'éviter. S'il vous plaît, rapidement pour finir, parce qu'on doit, votre temps d'antenne est presque fini. Le lien commun entre l'Union sacrée et le bloc patriotique, ou je ne sais pas s'ils ont changé de nom, c'est le politique congolais. Qu'il soit du pouvoir et de l'opposition, nous avons le même membre, nous avons le même, je dirais, ADN. C'est l'incohérence, c'est la contradiction, c'est l'inconstance. Là et là. Il n'y a pas plus tard, sur cette chaîne, D'accord. on recevait un représentant de Katumbi, mon ami Bossembe. Ce représentant, il va se reconnaître, disait ceci: le bilan de Tshisekedi, c'est notre bilan. Il est député provincial, membre du parti de Katumbi. Le bilan de Tshisekedi, c'est notre bilan. Nous y travaillons. Vous voyez de qui je parle? Quelques jours après, il dit que ce bilan-là est très mauvais et ne nous appartient pas. C'est la langue congolaise, l'inconstance, l'incohérence. Sous cette question, on dit une chose ce matin, thématique, louangeant. Merci beaucoup, monsieur Patrick Allé. Deuxième sujet. Dans mon élan, là. Deuxième sujet pour finir, parce qu'on doit troisième sujet. Pour finir, on finit avec Manix sur ce deuxième sujet, parce que j'avais commencé avec vous justement avec Manix sur ce deuxième sujet. Troisième sujet. Alors, je finis avec le deuxième sujet pour lancer le troisième. Ok. Je vais commencer avec vous comme d'hab. Manix, par rapport au bilan, c'est clair que les bilans négatifs, l'opposition ne peut dire que cela. Je voudrais parler de l'armée parce que ça fait partie du bilan de M. Tshisekedi aussi. Cher Patrick et Allé, lorsqu'on parle de la puissance d'une armée, ou d'une armée capable, une armée forte, il y a 3 facteurs qui entrent dans la ligne de compte. Premièrement, l'effectif militaire. Et aujourd'hui, grâce à M. Kabila, il nous a laissé un héritage militaire avec un effectif de plus de 150 000 militaires. Et pour ça, s'il vous plaît, l'armée congolaise, du point de vue de l'effectif militaire, occupe la 5e place en Afrique après l'Érythrée, Soudan du Sud, Maroc et l'Égypte. Très bien. Deuxième facteur, c'est les budgets. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que le problème de budget pose problème pour renforcer une armée aussi pléthorique, comme je viens de le dire tout à l'heure, et la doter des éléments matériels capables de pouvoir sécuriser l'intégrité territoriale. Et enfin, le troisième indicateur, c'est la formation. Et du point de vue de la formation, je pense, Joseph Kabila a balisé un bon chemin avec notamment la création de l'école de défense, les FOE, etc. Et d'ailleurs, lorsque Tshisekedi a reçu le pouvoir venant de main de Joseph Kabila, Tshisekedi a reconnu avoir hérité une armée organisée, il l'a dit. Deuxième chose, en parlant de l'opposition, vous devez savoir que le premier opposant de Tshisekedi s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Expliquez-vous. Non, mais lui-même, il est contre son propre pouvoir. Lui-même, il peint un tableau totalement négatif contre son propre pouvoir dans le secteur de l'enseignement, sous Union sacrée de la nation, sous la gouvernance de M. Samalou Konde. Le président de la République nous dit enseignant Nabiso, bazana niveauté. Pas plus tard que quelques jours passés, le président fait un bilan sur la justice en disant nous avons une justice théâtralisée. Le président de la République, en faisant un bilan sur sa propre armée, qu'est-ce qu'il nous a dit? Notre armée est infiltrée. Encore chose grave, même quand il a fait le bilan de l'état des sièges, au lieu de parler de la fin de la guerre et de la restauration de l'autorité de l'État dans la partie Est, lui, il nous parle de l'augmentation des recettes.
Et donc, le président de la République, c'est le premier opposant de M. Tshisekedi. Deuxième opposant de M. Tshisekedi, c'est le peuple congolais. Ce peuple qui n'a pas droit à l'emploi, ça fait pratiquement 4 ans de gestion. Aucune offre d'emploi lancée de manière officielle. Seul. Même pas les magistrats qu'on a, les concours de magistrats qu'on a vus. Mais écoutez, je parle de services et entreprises publiques de l'État, mon frère. La structure militaire est une structure spécialisée de l'État. Ce n'est pas tout Congolais qui aurait, disons, la magistrature, ce n'est pas tout le Congolais qui aurait du travail dans ce concours de magistrats. Seule offre d'emploi qu'il y a eu, c'était celle de la DGDA, où les Congolais sont venus, en nombre inquantifiable, ils ont fait le test, mais comme ils ont un pouvoir de procrastination, tout s'est arrêté là. Jusqu'aujourd'hui, aucun Congolais. Et donc, ces Congolais qui n'ont pas droit à l'eau potable, à l'électricité, à l'emploi, à la justice, à la liberté, ce sont là les Congolais qui sont des opposants de M. Tshisekedi. La santé, la maternité gratuite, qui est quand même en train de... qui est mise en place par l'actuel gouvernement. Non, mais je voudrais que vous conjuguiez vraiment bien et convenablement le temps de ce que vous dites lorsque vous parlez de M. Tshisekedi. Il dit souvent « on va faire ». Je vous ai dit c'est un pouvoir de procrastination. Tshisekedi n'a rien fait et ne fera absolument rien. Il n'a rien fait. Mais regardez, je vous donne des indicatifs. Oui, on parle aujourd'hui parmi l'un des principes directeurs de l'État, le principe de la continuité de l'État. Pour terminer. Pour que ce principe ait de sens, il faudrait que le prédécesseur de M. Tshisekedi laisse les bases. Oui, M. Tshisekedi a trouvé de bonnes bases en termes de tapis de gouvernance laissés par Joseph Kabila sous la gouvernance de M. Matata. Je vous en cite quelques-unes. Quelques en termes d'action, bien entendu. TVA, Matata, Kabila. OADA, Matata, Kabila. ITIE, Matata, Kabila. Guichet unique, Matata, Kabila. Dans l'administration, il y a eu des réformes qui ont créé des résultats escomptés et papables, et surtout des résultats qui durent dans le temps. Pour le rajeunissement de l'administration congolaise, il a fallu la création de l'École nationale d'administration, ENA, et aujourd'hui, Félix en tire les externalités positives. Merci beaucoup. La bancarisation pour la fiabilité de la paie des agents publics de l'État. SENSAP pour la sécurité sociale des agents publics de l'État. Je ne parle pas de Transco, je ne parle pas de l'immeuble intelligent de Congo Airways. Merci beaucoup. Autant de réformes dans les différents secteurs de la vie nationale laissées par M. Tshisekedi. D'où la question. Qu'est-ce que Tshisekedi fait pour que son successeur s'appuie aussi en termes de continuité de l'État? Parce que le service national, l'œuvre de M. Laurent Désiré Kabila. Je lance le troisième sujet. Mobutu. Je lance les deux pavillons qu'il a inaugurés au marché de la liberté. Manix, s'il vous plaît. Merci beaucoup. M. Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi a fait quoi? Merci beaucoup. On va renseigner le troisième sujet. Impérativement, je dois répondre. Ah non, mais... Impérativement. Non. Il a eu 2 temps de parole sur ce sujet, j'en ai eu un. Et il a énoncé une série... Non, il a fait 5 minutes. De carabistouilles que je dois... Je serai bref, en 1 minute, je vais tout balayer en 1 minute. Je commence par son affirmation, grâce à Kabila, nous avons une armée de 150 000 militaires. Grâce à Kabila, nous avons une armée de 150 000 militaires composée de qui? Composée de qui? Mais dites-nous. Composée des militaires ayant fait la guerre contre la République et étant après récompensés en étant promus officiers. C'est cela aussi. Reconnaissant qu'on a 150 000 et reconnaissant aussi que grâce ou à cause, c'est selon, nous avons dans notre armée des officiers. Il a parlé de l'EFO. Nous avons des milliers des officiers qui ne sont pas passés par l'EFO. C'est grâce à Kabila. L'EFO était complètement abandonné. D'accord. Je vais vous donner... Je finis. Pardon, Dan, pardon. Vous pouvez même enlever mon temps de parole. Il a dit des contre-vérités, je dois balayer. Vous allez balayer. Je lance le troisième sujet, vous allez... Vous me couperez dans mon élan. Allez-y. Vous me couperez dans mon élan. Donc, grâce à M. Kabila, nous avons aujourd'hui des généraux qui n'ont pas fait les faux, mais qui sont aujourd'hui des généraux. C'est M. Kabila et M. Matata. Et Tshisekedi est reconduit aujourd'hui. Mais soit il connaît le fonctionnement d'une armée, soit... Non, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Moi, je reste objectif. Il a louangé
Mais par rapport à ces nominations, est-ce que ceux qui sont nommés aujourd'hui ont-ils le profil idéal pour... La plupart de ceux qui sont nommés, je vu leur CV, c'est des gens qui ont fait les faux, c'est des gens qui étaient d'en phase. La plupart. Parce que dans toute la structure, il n'y a pas que les officiers venus avec Kabila dans l'AFDEL, que Kabila a promu après rébellion, il n'y a pas que. Mais ils sont là, dans les 150 000. Ils sont là, venus avec Kabila dans l'AFDEL, que Kabila a promu au rang des généraux, qui n'ont pas fait les faux. Ils sont là. Il dit, tu sais que dans le enseignement, ils ont la nouveauté. Mais pour résoudre un problème, il faut faire le diagnostic. Et il faut que le diagnostic, on soit le bon. Si on enlève la casquette d'opposant, on peut vraiment dire aujourd'hui que l'enseignement ou les enseignants sont des qualités. Et alors? On peut le dire, on peut l'affirmer. Ça, c'est de 1. C'est pas possible. Donc, il aurait fallu dire aujourd'hui... Les réformes qui sont peut-être mises en place depuis 4 ans, ce sont celles qu'on devait plutôt mettre à l'avant. Non, faisons une nuance entre le diagnostic et les résultats. On ne peut pas, pour le besoin de l'opposition, moi j'ai des enfants que j'envoie à l'école. Quand je regarde le niveau des enseignants aujourd'hui et les enseignants que nous avons eu à notre temps, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, je l'ai déjà dit lors de la récente émission que le niveau a baissé. Je n'aimerais pas aujourd'hui, à cause de positions politiques, remettre en doute. Il faut que, avec Tshisekedi, nous le disions et que nous le poussions parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants. D'accord, on est à la fin de l'émission, pratiquement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas aborder le troisième sujet. J'ose que ne pas aborder. Il dit. Vous allez fouiller. Il dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Vous allez finir. C'est-à-dire, Matata a laissé l'eau, a laissé le courant, et Tshisekedi est venu tout détruire. Vous allez continuer. Matata et Tshisekedi ont laissé la construction des usines à captage d'eau, des barrages, et Tshisekedi est venu tout détruire. Monsieur Matata qui sera candidat, hein, il a laissé l'eau potable, il a laissé des emplois qu'il a créés, et monsieur Tshisekedi est venu tout détruire. Soyons cohérents, ayons un minimum de suivi de logique dans ce que nous disons. D'accord, je vais vous donner la parole tout de suite là. Vous aurez vos quelques minutes qui restent avant de finir avec Manitia. Troisième sujet, rapidement l'actualité en image, UDPS à Kisangani, polémique autour du plein de Kabouya. En séjour de réarmement moral de ces militants à Kisangani de la province de la Chopo, Augustin Kabouya a communié avec les Boyomais sur un ton ferme. Il a dénoncé la présence des infiltrés et des hypocrites au sein de l'Union sacrée de la nation et d'ajouter que le bilan du premier mandat du président de la République sera partagé avec ceux qui ont co-géré le pays avec lui, y compris le FCC de Joseph Kabila. Pendant que les autres formations politiques sont dans la distraction, l'UDPS se prépare pour les élections de 2023 afin d'accorder à l'actuel chef de l'État un second mandat, a-t-il conclu. Monsieur Patrick, je termine avec vous pendant 1 minute. Hein. 1 minute simplement pour finir. 1 minute pour finir. Je vais finir avec Manik qui est là. Alors, quelle est votre réaction? J'ai commencé tous les sujets, vraiment. Bon, c'est pas grave. Je veux répondre à une question, une seule. Il a cité tout ce que Kabila et son compère Matata ont laissé. À Litier, on est exclu. C'est à peine qu'on a été réintégré parce que pour être membre de Litier, il faut que la transparence soit démise. C'est à peine. C'est à peine. Mais je ne veux pas prendre tout. Dans toutes les choses qu'il a citées, j'ai pas le temps. Si vous m'en donnez, j'en prends. J'ai vraiment de quoi balayer. Donc toutes les choses qu'il a citées, on se souviendra que le duo Matata, Kabila, donc tout ce qu'il a cité, ont laissé un budget jamais atteint de 4 milliards. Tu sais qu'il partira. Jamais atteint. Jamais atteint. Pendant les 4 ans de Matata Pogno. Pendant les 4 ans, jamais atteint de 4 milliards. La redistribution peut être questionnée et questionnable. Quand Tshisekedi partira, Matata, s'il est président, il trouvera un budget à 2 chiffres. Merci beaucoup, M. Patrick Allé. Matata, qui aime bien le chiffre, sera content de trouver enfin, 4 ans après, un budget qu'il a laissé à 4 milliards à 10 milliards. Il pourra en faire bon usage. 4 minutes rapidement, Manikienda, votre réplique par rapport à ça. Vous n'avez jamais atteint, le Premier ministre n'a jamais. Vous comprenez que mon frère a de la difficulté pour parler. Oh là là, je suis très à l'aise. En termes d'action, j'ai posé un bon fondement. Le principe de la continuité de l'État, c'est qu'il voudrait tout simplement dire... Le budget n'est pas une continuité? S'il vous plaît, je reviens sur cette question de budget. Merci. Peut-être que vous ne mesurez pas en termes de portée. Parce qu'aujourd'hui, tous nous comprenons que
Oui, vous vantez le budget. Oui, On ne le vante pas, on dit. S'il vous plaît. La nuance. Et donc, il est incapable, effectivement, de parler des actions réelles en termes de résultats clairs et palpables de M. Tshisekedi pour que son successeur qui viendrait après s'appuie aussi en termes de continuité de l'État. Tshisekedi, c'est un vide total. Un vide. Je prends seulement, il n'a que ça. je prends seulement un secteur sur lequel ils aiment bien chanter. Par moments, ça devient comme une sorte de pollution sonore, la diplomatie agissante. C'est sous Tshisekedi que nous avons perdu contre le Gabon le poste de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est sous Tshisekedi que nous avons perdu contre Botswana le poste, le siège du secrétariat exécutif de la SADC. C'est sous Tshisekedi que nous avons perdu contre l'Afrique du Sud la direction de la ZLECAF. C'est sous Tshisekedi que nous avons même perdu la récente affaire contre l'Angola, l'affaire déchets toxiques, rivière Chikapa. On n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est un silence radio. Encore que, c'est sous Tshisekedi, la RDC a formulé une demande au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la suppression du régime des notifications préalables d'achat d'armes. Ce régime dans lequel la RDC a été soumise. On l'a rejeté, c'est sous M. Tshisekedi. Encore chose grave, la République démocratique du Congo, un deuxième pays francophone au monde, après la France, ironie du sort, l'Organisation internationale de la francophonie est gérée par un État anglophone, le Rwanda, l'agresseur de la RDC. Quelle coïncidence. Je parle un peu de ce qu'ils aiment bien dire, réserve de taux de change. La réserve de taux de change a toujours été l'un des mécanismes économiques utilisés par la Banque centrale comme autorité monétaire. C'est pourquoi? C'est pour parer aux problèmes déficitaires dans le marché de change, maintenir l'équilibre de la monnaie afin d'éviter les effets inflationnistes. Il y a une forte il y a même des États dont la balance économique est très élevée, mais avec une réserve de taux de change en berne. Et les contraires aussi, c'est possible. Il ne faut jamais confondre le change. Merci. La réserve des taux de change n'a pas pour finalité construire les écoles, construire le route, et etc. Deuxième leçon. Merci beaucoup. À noter, hein, c'est très important. Monsieur la question Manix, du budget, s'il vous plaît, il y a assez de temps. Permettez-moi de finir sur cette question, c'est quand même très important. On n'a plus le temps. Le budget. 30 secondes. Le budget n'est qu'une prévision, mon frère. Et vous savez, prenez le programme de Sama Lukonde avec tous les axes de priorité et posez-vous la question, est-ce que vous avez atteint les assignations? Et lorsqu'on n'atteint pas les assignations, vous savez, on fait recours au mécanisme de gestion sur base caisse. Dans notre trésor public, nous avions eu 11 milliards de dollars. Est-ce au sein de la Banque centrale, on aura 14 milliards de dollars? C'est en cela que je vous qualifie. Je parle de vous en tant qu'Union sacrée de la Nation. Je dois mettre fin. Les véritables vendeurs d'illusions. Mais je dois mettre fin à l'émission. Le Congo est une réalité. Le problème des Congolais sont réels. Soyons pragmatiques et réalistes. Merci beaucoup, Manix Yenda. J'ai eu la malchance de commencer, je peux conclure quand même. S'il vous plaît. Vous savez, il y a assez de temps quand même. J'ai eu la malchance de commencer tous les sujets. Malheureusement, en fait... Vous avez peur de ma conclusion? Vous avez... Non, mais pas du tout. Soyez élégant. Laissez-moi conclure alors. Vous avez eu assez de temps. Soyez élégant. Merci. Il m'a accordé 30 secondes. Non. Je n'ai plus le temps, malheureusement. Non, mais je peux utiliser à bon escient ces 30 secondes. Non, en fait, c'est le temps pour la désannonce et pour le reste, quoi. Mais merci quand même, Partie remise. On va certainement avoir un autre débat avec Manix Yenda sur d'autres questions d'actualité. C'est un très bon débat. Merci, messieurs, de nous avoir produit ce débat de qualité. Et ce n'est pas la dernière fois, mesdames et messieurs. Merci aussi à vous tous qui nous suivez de par le monde. Congo Buzz est là pour vous servir. Écrivez-nous, nous vous répondrons sans hésiter. Bonne journée. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale.
Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.